Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons ouvrir à nouveau le dossier OVNI après avoir plongé dans l'étude de certains phénomènes OVNI et certaines observations. Nous allons noter qu'il est impossible de faire l'économie de l'hypothèse extraterrestre. Même si cette hypothèse peut paraître osée, il faut noter que les scientifiques les plus imminents admettent que vu la grandeur de l'univers, il est impossible qu'une forme de vie ne puisse pas exister quelque part dans l'espace. Alors, à l'occasion de la publication d'un nouveau livre qui vient apporter une vision scientifique au dossier OVNI, j'ai le plaisir de recevoir ce soir un des meilleurs spécialistes français dans ce domaine. En plus, on se connaît depuis pas mal d'années. Jean-Jacques Velasco, bonsoir. Bonsoir Louis. C'est un vrai plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio, vraiment. Il est partagé. Je vous souhaite tous mes vœux pour l'année 2007, j'en profite, parce qu'il n'est pas encore trop tard. On va faire pareillement, et puis en espérant que nos auditeurs aussi passeront une agréable année. Bien. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre donc dont je viens de parler, qui vient d'être publié aux éditions de l'Archipel, co-auteur, c'est plus exact, puisque vous l'avez coécrit avec Nicolas Montigiani. Ce livre donc, publié aux éditions de l'Archipel, s'intitule « Troubles dans le ciel ». Vous avez dirigé au Centre national d'études spatiales deux organismes, le GEPAN et le CEPRA, selon vous, le dossier OVNI n'est pas assez pris au sérieux par la communauté humaine en général et la communauté scientifique française en particulier. Pourquoi? En quelques mots, puisqu'évidemment ça va alimenter notre débat pendant ces 2 prochaines heures, quelles en sont les principales raisons selon vous? Les principales raisons, c'est que essentiellement ce sujet passe dans l'opinion pour être un sujet futile, qui souvent donc est positionné comme étant quelque chose qui fait référence soit à l'imaginaire, soit à la science-fiction, et que les rares scientifiques qui se soient intéressés à ce sujet n'ont pas eu la possibilité de pouvoir mesurer très précisément l'ensemble des caractéristiques de ces événements, de ces phénomènes, principalement sur le plan physique. Ouais. Alors, durant 2 heures, nous allons explorer tout cet énorme boulot que vous avez concentré en quelques pages, donc dans ce livre, je rappelle le titre, « Troubles dans le ciel », et vous allez nous rapporter votre démarche, votre avancement dans ce dossier, puisque ça fait quoi, 25, 26, 27 ans que vous penchez sur différentes observations. Vous avez étudié, on en parlait tout à l'heure avant d'arriver dans le studio, plus de 6000 cas, c'est ça? Oui, en ce qui concerne tout au moins l'expertise des témoignages qui rentrent en jeu, puisque nécessairement la plupart des cas qui sont relatés sont au départ mentionnés par un facteur humain qui est celui de l'observateur qui va déclencher quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, le rôle des gens qui vont devoir examiner ce qui a été observé, c'est de pouvoir recueillir ces témoignages et de pouvoir en extraire des informations qui permettent de porter une opinion sur ça. Mais d'une façon générale, c'est vrai que on a recensé, et notamment en France, par les brigades de gendarmerie, mais également au niveau de l'aviation civile ou militaire, énormément de témoignages depuis, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ces informations ont été collectées et
pendant un très grand nombre d'années. Elles ont été traitées et continuent de l'être d'ailleurs de façon tout à fait systématique par le Centre national d'études spatiales qui avait créé le GEPAN en 1977, puis le CEPRA en 1993 pour continuer aujourd'hui avec un nouveau sigle qui s'appelle le GEPAN. Ouais. Mais voilà, donc en ce qui concerne la façon dont les données sont traitées en France. Vous restez avec nous, Jean-Jacques Velasco. Vous qui nous écoutez, si vous voulez poser des questions à mon invité, vous pouvez évidemment intervenir quand vous le désirez. 0826 300 300. Morad est au standard, il attend vos appels. 0826 300 300. Ou si vous voulez apporter une réaction, un commentaire, une question, vous avez la possibilité également de passer par le biais de votre portable, le SMS. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous envoyez votre question, votre commentaire, votre réaction au 71 200. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Beneddi, les aventuriers de l'étrange. En compagnie de Jean-Jacques Velasco, donc co-auteur avec Nicolas Montigiani de ce livre qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel qui s'intitule Trouble dans le ciel. Jean-Jacques Velasco, j'aimerais que l'on revienne aux sources d'abord, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et dans le contenu de ce livre passionnant. Comment avez-vous été amené à vous intéresser ou à travailler de très près sur ces cas d'observation atmosphérique ? Alors, il y a eu effectivement un premier stade qui était celui d'un regard, je dirais, circonspect, sceptique, quand j'ai entendu pour la première fois parler de ce sujet. Étant jeune ingénieur au CNES, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on puisse aborder ce sujet dans un cadre aussi technique et scientifique. Et puis, le fait que mon collègue Claude Poher avait créé le GEPAN nous demande à un certain nombre de techniciens de participer à une équipe qui avait pour mission de commencer à travailler scientifiquement sur le sujet. Donc m'a amené tout naturellement à collaborer avec ses collègues sur le sujet. Et puis j'ai été chargé de travailler sur les enquêtes. Sur le terrain notamment, ouais. Et c'est vrai que les premiers cas pour lesquels on avait des informations qui montraient que les personnes qui avaient observé quelque chose d'étrange dans le ciel, qui de surcroît dans certains cas se manifestaient par des présences de traces qui étaient ensuite la conséquence directe de leur observation, nous ont amenés à travailler précisément sur ces aspects. Et puis de fil en aiguille, j'y ai pris un certain intérêt, un certain goût pour me retrouver en 1983 chargé de la responsabilité de cette équipe, de ce travail. Mais votre regard vis-à-vis de ce dossier a évolué au fil des années, bien entendu. Bien entendu, parce que quand on regarde ce dossier, on s'aperçoit que à partir du moment où on est en capacité de pouvoir avoir un certain moment la possibilité de dire il y a des événements qui sont inexpliqués malgré le fait que nous ayons totalement vérifier tous les éléments qui permettent d'associer ça à quelque chose de connu, oui. Que ce soit un élément artificiel ou un élément naturel, et qu'il reste dans quelques 20% des cas, prenons globalement les choses, des phénomènes qui échappent à notre connaissance. Quelque part, ça interpelle, et la curiosité veut que, on essaye de comprendre ce à quoi on a affaire. Bon, il s'avère que les événements qui ont été collectés en France, et je m'arrêterai là pour la partie française, parce que je crois que le dossier prend une dimension supplémentaire quand on le regarde à l'échelle planétaire. Évidemment, oui. On s'aperçoit qu'on retrouve de façon simultanée des résultats à peu près identiques, notamment aux États-Unis, où c'est dans ce pays que les premières observations importantes et intéressantes se sont déroulées après la Deuxième Guerre mondiale. Donc quand on regarde les choses, quand on compare les événements, on s'aperçoit qu'il y a une certaine similitude et qu'il reste ce résiduel
dans lequel on peut puiser un certain nombre d'informations par rapport à des événements qui, pour l'instant, demeurent inexpliqués. Vous avez cité un pourcentage, 20% de cas qui pour lesquels on n'a absolument aucune explication. C'est valable aussi au niveau international, à peu près sur tous les cas qui ont été investigués. Il y a un reliquat de cas qui sont vraiment intéressants à étudier. Alors, tout au moins, c'est là où il faut faire très attention, c'est que et je l'explique dans ce livre, c'est qu'il faut quand même prendre des informations, des données qui soient issues d'organismes susceptibles d'avoir un certain crédit. Oui. On peut pas, par exemple, on peut pas, par exemple, considérer que des informations qui sont collectées au niveau journalistique ou au niveau de certains clubs de passionnés puissent rentrer dans cette catégorie. Donc la référence, c'est d'avoir à un moment donné les autorités d'un pays qui puissent dire voilà, on a collecté à tel moment des événements qui sont étranges, qui sont curieux et pour lesquels on a fait un certain travail. C'est ce qui s'est passé notamment aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé en France, mais ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Actuellement, le Chili a mis en place un organisme. Il y a d'autres pays l'Espagne par exemple, avait fait aussi ce genre de travail. Donc on arrive à partir des documents officiels aujourd'hui, à avoir un certain corpus d'informations susceptibles de pouvoir recouper ces données. Ouais. Donc, d'après vous, il y a vraiment des cas qui posent question et qui questionnent au-delà de soi-même l'humanité tout entière. Alors, pour justement pouvoir aborder ce sujet avec un maximum de garanties, il faut bien considérer que on a souvent affaire, lorsqu'il s'agit de rapports d'observation, à des témoignages humains. Et on s'aperçoit que dans un très grand nombre de cas de figure, le témoignage humain ne peut pas représenter quelque chose sur lequel on ait une fiabilité. On le voit malheureusement dans un certain nombre de choses qui touchent au domaine notamment de la justice, où malgré le fait qu'il y ait des enquêtes judiciaires, il y a toujours une erreur derrière. Oui, et même avec des témoins de bonne foi. Absolument. Bien sûr. Donc l'aspect testimonial des choses n'est pas suffisant et ne peut pas être pris en compte quand on aborde scientifiquement et rationnellement un sujet comme celui-là. Donc quel est l'élément qui peut permettre de dire qu'il existe encore des phénomènes inexpliqués? C'est un instrument de mesure qui s'appelle le radar. Et le radar a été créé durant la dernière guerre mondiale. Il a commencé à être utilisé de façon systématique à partir de 1942. Et pour ce type de problématique, c'est intéressant parce que nous avons à la fois des observateurs, donc les pilotes, civils ou militaires, qui sont dans une espèce de cocon, donc ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, si ce n'est qu'avec une tour de contrôle, qui leur dit quand ils sont pilotes civils, vous avez un chemin à tenir pour que vos passagers arrivent à bon port. Et puis quand il s'agit des pilotes militaires, ils ont un contrôle militaire qui leur dit vous êtes en situation de mission et vous devez la remplir, que ce soit pour de la sauvegarde ou pour. Oui, tout à fait. Donc on a des observateurs qui sont indépendants et qui sont dans une certaine mesure contrôlés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ils sont suivis en permanence par des systèmes radars qui permettent de suivre parfaitement leur trajectoire et de connaître leur mouvement. Et il s'avère que quand on regarde très finement l'ensemble des cas rapportés, on s'aperçoit que il y a eu de par le monde entre 1942 et à peu près les dernières années, environ 1600 cas d'observation où les pilotes civils et militaires, à travers le monde, je parle, à travers le monde, ont rapporté des phénomènes insolites. Alors qu'est-ce que c'est qu'un phénomène insolite rapporté par un pilote ? C'est souvent des événements qui ont des vitesses qui paraissent anormales par rapport aux aéronefs qui pourraient croiser. On y reviendra en plus en détail dans certains cas. Mais vous voulez dire que l'observation, le témoignage du pilote est corroboré par des traces radar. Tout à fait. Et c'est d'autant plus intéressant que les traces radar sont conservées et que vous avez la possibilité a posteriori de pouvoir analyser à la fois l'observation par les pilotes et également les données qui sont restituées par les radars. Ce qui permet donc de confronter à la fois le témoignage et des données physiques intéressantes. Ouais.
Et là, on peut commencer à se poser des questions. Et là, j'ai éliminé tous les témoignages de pilotes et je n'ai conservé qu'à l'échelle mondiale que 150 affaires pour lesquelles, eh bien, on se trouve devant quelque chose qui est extraordinairement intéressant parce que personne ne peut nier que ces données sont des données physiques de très grande qualité, mais que par ailleurs, elles montrent que nous avons affaire à des événements, à des phénomènes physiques dont les performances en termes d'aéronautique dépassent tout ce que l'on peut imaginer, y compris avec des appareils qui seraient les plus modernes actuels, c'est-à-dire des avions qui seraient capables de faire Mach 2, Mach 3 ou d'obtenir des accélérations assez importantes de l'ordre de 8, 9, 10 G. Or, quand on constate qu'au niveau des radars, certains phénomènes qui sont mesurés ont des vitesses qui ont été mesurées entre 20 000 et 30 000 km/h, des trajectoires qui sont en zigzag, des trajectoires à angle droit, des trajectoires qui viennent se coller derrière les avions. Et quand on est un chasseur bombardier, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un derrière soi qui vient vous taquiner. Donc tout ça fait qu'il faut analyser ces données. Et c'est à ce moment-là que ça prend une dimension tout à fait exceptionnelle. Jean-Jacques Velasco, donc l'auteur d'un livre intitulé Troubles dans le ciel, est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio jusqu'à minuit. Vous le savez, vous pouvez intervenir 0826 300 300 ou encore par le biais du SMS en tapant Sud sur votre portable. Vous laissez un espace et vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Le dossier OVNI au sein des Aventuriers de l'étrange ce soir avec mon invité Jean-Jacques Velasco, qui est l'auteur avec Nicolas Montigiani d'un livre que je vous recommande, publié aux éditions de l'Archipel. Le titre du livre, Troubles dans le ciel. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Jean-Jacques, vous êtes présent au Salon du Livre de Montgiscard demain dimanche pour une table ronde tout à fait intéressante. On y reviendra tout à l'heure. Alors, vous nous avez dit que vous aviez été très strict sur le choix des cas que vous aviez étudiés dans ce livre. Vous nous avez expliqué pourquoi. Peut-on de manière chronologique remonter dans le temps et voir les premiers cas qui vous ont paru vraiment dignes d'intérêt ? Oui, alors effectivement, c'est aux alentours des années, comme je le disais tout à l'heure, des années d'après-guerre, que l'on commence à avoir un certain nombre d'éléments qui permettent de considérer qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans le ciel, et notamment principalement aux États-Unis. Ces cas sont des cas qui sont relatés du reste dans des documents par les autorités américaines, puisque la plupart d'entre eux ont été compulsés par ce qu'on appelle le livre bleu, le Blue Book Report, qui a recensé entre 1953 et 1966 de l'ordre de 12 000 cas d'observation au-dessus des États-Unis. Mais j'ai fait le choix de ne considérer dans cette analyse que les cas aéronautiques. Et c'est vrai que les premiers cas qui sont abordés par les autorités américaines sont des cas aéronautiques. En particulier, nous avons deux affaires qui semblent très curieuses et très troublantes. C'est d'abord l'affaire du capitaine Mantell, qui en 1948 va être, on peut considérer entre guillemets, une victime de ces événements, puisque il va être envoyé donc à l'interception d'un énorme objet qui se trouvait au-dessus de Fort Knox, absolument. Et pour des raisons qui demeurent encore à ce jour inconnues, on va retrouver quelques minutes après donc son avion crashé au sol. Et donc ce pilote donc est mort en allant à l'interception d'un ovni, puisque on peut considérer que sa mission, elle a été ordonnée par les autorités militaires alors qu'il était en patrouille avec d'autres avions. On lui a donné l'ordre d'aller intercepter un espèce d'énorme cornet à glace qui se trouvait au-dessus de ça avait la forme d'un cornet à glace qui se trouvait au-dessus de Fort Knox. Et donc on peut considérer que ce cas-là a été un premier cas qui a véritablement troublé les autorités américaines. Il y a eu aussi une affaire, l'affaire Gordman,
où quelques semaines après, un pilote américain a été entre guillemets accompagné par un objet, une forme de boule lumineuse, qui en fait a joué un petit peu au chat et à la souris avec lui. C'est-à-dire que les performances de cet avion à l'époque étaient de l'ordre de 800 km/h, et il s'apercevait que lorsqu'il essayait d'aller à l'interception de cette boule lumineuse, eh bien à chaque fois la boule lumineuse accélérait d'autant et se déplaçait simultanément. Ensuite, elle revenait vers lui, elle jouait un peu au chat, à la souris. Donc, ça a été extrêmement troublant. Et c'est là où les autorités américaines se sont rendues compte qu'il y avait véritablement un problème important. Et puis, surtout, ce qui a été, je crois, le grand révélateur de tout ça, c'est l'affaire de Washington en 1952. Alors, racontez-nous en détail cette affaire, parce que c'est vrai qu'elle est passionnante. Alors, elle est passionnante parce que elle a lieu dans un contexte où, en fait, on parlait beaucoup de ces fameux flying saucers, de ces fameuses soucoupes volantes, mais de là à imaginer qu'elles puissent venir sur la ville de Washington, la capitale des États-Unis, et en quelque sorte narguer la défense aérienne et la défense aérienne tout court, oui. C'est quelque chose d'absolument stupéfiant. Alors, pour résumer les faits, en fait, il y a eu à quelques jours d'intervalle, il y a eu deux séquences de phases intéressantes où des avions civils observaient des lumières qui accompagnaient en fait leur trajectoire. À ce moment-là, bien évidemment, on envoie la chasse. Et simultanément, sur les écrans radars était observé le positionnement des avions. Et quand les avions arrivaient dans la zone d'interception, brutalement, ces formations de points lumineux disparaissaient. Qui étaient visibles sur le radar. Je ne parle que de cas pour lesquels on a des éléments extrêmement intéressants au niveau des données physiques. Là, encore une fois, les avions de chasse avaient des performances qui étaient nettement supérieures aux avions civils, et par conséquent pouvaient être amenés à intercepter ces étranges formes lumineuses. Donc immédiatement, on s'agite dans le landerneau, je dirais, politico-militaire, et il y a même les plus hauts responsables de la défense aérienne qui assistent en direct à ces étranges manifestations. Ça se calme, et 2-3 jours après, le même scénario recommence. Et là, toujours impuissant, et on constate que chaque fois qu'il y avait la chasse qui était amenée à aller à l'interception, les lumières en question disparaissaient. Donc, le cas a été considéré, il y a eu une grande réunion au Pentagone, et on a considéré que c'était des inversions de température, ces fameux phénomènes atmosphériques qui font que quand il y a des strates de température différentes, il peut y avoir des réflexions, des sortes de mirages radar. Le seul problème, c'est que pour faire ce genre de phénomène, il faut qu'il y ait un écart de température extrêmement faible. Or, l'écart de température était très important, et ça a été démontré notamment par des météorologues qui ont dit que ce jour-là, il n'y avait pas d'écart de température suffisamment faible pour générer des phénomènes de cette nature. Donc, le cas peut être considéré comme étant un cas inexpliqué encore à ce jour. Ouais. Et d'ailleurs, les États-Unis, dans ces périodes-là, ont pris extrêmement au sérieux ce genre de phénomène. Ah, tout à fait. Nous étions en pleine période où le rapport Blue Book commençait à vivre. Il y avait en particulier le capitaine responsable de cette cellule qui avait assisté aux éléments dont j'évoquais sur Washington, et il y avait énormément d'observations, puisque sur la courbe des cas aéronautiques, on s'aperçoit que 1952 est l'année la plus importante en termes de données effectives au niveau cas visuel radar. Donc à partir de ce moment-là, on a des observations qui se répètent, qui se renouvellent, et qui se répètent dans des zones extrêmement intéressantes. Oui. On a appris justement. C'est pas n'importe où, quoi. C'est pas n'importe où. Et on a appris quelques années plus tard, dans les années 74 en particulier, lorsque les autorités américaines ont décidé de déclassifier des documents. C'est-à-dire de les rendre publics. De déclassifier un certain nombre de documents classifiés, et bien que l'on pouvait, au travers d'un rapport
qui avait été écrit en 1953, qui s'appelait un rapport sous le sigle SR14, mais en fait c'était une étude qui avait été menée par les autorités militaires de l'armée de l'air américaine sur justement tous ces événements, et ça portait sur à peu près 3000 cas qui avaient été recensés entre 1947 et 1952, par conséquent sur une courte période. Et là, on s'aperçoit que il reste 19% de phénomènes, de cas non expliqués, ce qui d'ailleurs correspond à peu près aux chiffres qu'on a aujourd'hui, grosso modo. Vous vous rendez compte, en l'espace de quelques années. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la localisation de ces observations est souvent faite dans des endroits où eh bien, il y a des installations stratégiques au niveau militaire. Et pas n'importe quelles installations stratégiques. Oui, j'imagine les plus importantes aux États-Unis à ce moment-là, c'est-à-dire des installations ayant trait directement avec l'arme nucléaire, j'imagine. Alors, en grande partie, c'était effectivement des installations comme Oak Ridge, comme les endroits où on a fait la bombe atomique, c'est-à-dire Los Alamos, c'est-à-dire un certain nombre d'endroits où à la fois était fabriqué l'uranium ou l'uranium qui était donc nécessaire, ou plutonium qui était nécessaire donc à la fabrication de la bombe atomique, mais également des endroits où il y avait des sites où était stockée l'arme nucléaire, en particulier les sites où il y avait les missiles intercontinentaux. Ouais. Jean-Jacques Velasco, vous restez avec nous, une nouvelle pause et on se retrouve pour continuer avec vous à découvrir ce passionnant dossier OVNI que vous connaissez pour l'avoir pratiqué, ce dossier depuis presque 27 ans maintenant. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Avec mon invité Jean-Jacques Velasco ce soir sur Sud Radio pour réouvrir à nouveau le dossier OVNI à l'occasion de la publication de son livre Troubles dans le ciel aux éditions de l'Archipel, un livre coécrit avec Nicolas Montigiani. Jean-Jacques Velasco, vous nous parliez de la corrélation que certains ont établie, vous-même d'ailleurs, entre les différentes observations, par exemple aux États-Unis, d'OVNI et puis des sites dits sensibles, dits militaires. Est-ce que on peut aller plus loin au niveau international? Est-ce que ça se produit également, à votre sens? Il semble intéressant de voir qu'un certain nombre de pays, y compris en France, ont eu des observations au-dessus des sites stratégiques. On a parlé en France, du plateau de Valençol, Pardon, excusez-moi, du plateau d'Albion. Oui, je confondais avec une célèbre affaire à Valençol. Ouais. Mais remarquez, ce lapsus de ma part n'est peut-être pas si innocent que ça. Lorsque l'affaire de Valençol a eu lieu en 1966, j'ai eu l'occasion de me pencher sur ce dossier, de me m'être rendu donc à Valençol, et j'ai constaté quelque chose de tout à fait étonnant et de curieux. C'est que juste à côté de l'endroit où donc le témoin, M. Mass, avait observé un étrange objet qui, semble-t-il, s'est posé avec un personnage qui se trouvait à côté de cet objet. Figurez-vous que à moins de 2 kilomètres de cet endroit se situe une station de sondage ionosphérique qui est quelque chose de tout à fait étonnant, puisque c'est une station qui émet des micro-ondes pulsées pour sonder l'atmosphère. Et donc, c'est extrêmement curieux de voir que à cet endroit, en fait, il y avait émission dans le champ électromagnétique de micro-ondes, et on peut établir, je crois, de façon assez intéressante, une relation de cause à effet entre des émissions dans le champ électromagnétique par soit, c'est un peu la thèse que je défends dans ce livre, notamment des rayonnements électromagnétiques liés à la bombe nucléaire, mais peut-être aussi avec d'autres sites qui pourraient générer des signaux qui intéresseraient effectivement peut-être des événements qui voudraient se rendre compte de ce que c'est. Alors, vous êtes d'accord, on va étudier plusieurs cas que vous avez étudiés dans ce livre, mais vous êtes d'accord pour dire avec les scientifiques les plus éminents que ce serait quand même un comble que nous soyons les seuls êtres vivants
dans l'espace. Ce serait même statistiquement complètement aberrant. Alors ça, c'est une question qu'effectivement beaucoup de scientifiques se posent, et notamment les astrophysiciens, mais même tout à chacun. Mais je n'en suis pas arrivé encore au stade où il pourrait y avoir une relation entre ce que sont les ovnis en termes de détection des objets physiques et une éventuelle intelligence extraterrestre, si tant est qu'on puisse savoir ce qu'est une intelligence extraterrestre. Mais je pense que dans le raisonnement que j'ai employé, j'ai cherché à comprendre toujours quand il y avait donc une cause, enfin quand il y avait un effet constaté, il y avait sans doute une cause. Et c'est la raison pour laquelle quand j'ai associé l'ensemble des manifestations avec les essais de la bombe atomique, j'ai trouvé qu'il y avait ce qu'on appelle une corrélation en termes scientifiques, mais une relation qui paraissait intéressante à étudier. Et ceci est d'autant plus intéressant que dès 1949, les plus grands savants et les militaires, les hauts responsables militaires américains avaient déjà évoqué cette chose-là. Ouais. Et c'est très net, notamment on a des gens comme Alvarez qui était prix Nobel, c'est quand même pas n'importe qui, un prix Nobel qui se prononce pour alors qu'on lui demande d'enquêter sur des manifestations, des espèces de boules vertes qui traversent le ciel du Nevada. Eh bien, le professeur Alvarez dit que ce ne sont pas des phénomènes naturels et que très probablement il y a une origine inconnue à ces manifestations. Intéressant, ça. Oui. Et là, nous sommes en 1949. Or, quelques années plus tard, lorsque une commission de la CIA va se réunir, les membres de cette commission et principalement les scientifiques vont évoquer de façon tout à fait sereine l'hypothèse selon laquelle ça pourrait être des objets venus d'ailleurs, et notamment à l'époque on employait le terme interplanétaire et non pas extraterrestre. Ouais. Et ça c'est revenu assez fréquemment dans les déclarations de ces militaires. Et donc je me suis intéressé tout naturellement à cette relation. Et c'est vrai que on voit au travers de cette association des présences d'objets au-dessus des sites stratégiques et de la bombe atomique, un certain nombre de choses qui sont tout à fait intéressantes à étudier, notamment un décalage de cette courbe. Il faut savoir que entre 1945 et 1963, il y a eu 543 explosions de bombes nucléaires et thermonucléaires dans l'atmosphère. Ce qui est énorme quand même. C'est considérable. Entre 1961 et 1963, les Soviétiques et les Américains faisaient exploser une bombe tous les 3 jours. Et il y a même eu des tests de bombes nucléaires dans l'espace. Donc c'est tout à fait étonnant de constater que durant cette période, on a un très très grand nombre d'observations qui sont faites au-dessus des sites nucléaires. Et c'est relaté. On a dans le livre, je donne un tas d'exemples de ces observations qui sont mentionnées par des rapports très officiels. Ensuite, à partir de 1963, la folie des hommes leur faisant peut-être prendre conscience que si on continuait à ce rythme-là, ils risquaient de provoquer un apocalypse sur la Terre. Donc, on a procédé à des essais souterrains. Il s'avère que on a procédé à 800 essais souterrains supplémentaires et les essais se sont arrêtés en 1998. Et quand on regarde cette courbe entre les essais nucléaires et puis la présence de ces objets physiques, on s'aperçoit qu'il y a une diminution notable à partir de 63 et pratiquement plus d'observations à partir de dans les années 90. Donc j'en tire personnellement la conclusion qu'il y a peut-être une relation de cause à effet. Et je suis allé ensuite rechercher parmi ces cas quels étaient ceux qui pouvaient nous permettre de dire qu'on avait affaire à des événements qui dépassaient la simple observation. Et donc là, on va se retrouver devant des cas comme l'affaire de Téhéran, l'affaire de Minot, de Malmström,
sur lesquels effectivement je donne un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait intéressants et qui montrent le caractère entre guillemets de contrôle de ces manifestations. Oui. Alors vous avez prononcé, c'est vrai que l'affaire de Téhéran est passionnante, vraiment très très intéressante. Mais avant d'attaquer ces différentes affaires, les grandes vagues d'observation d'OVNI, vous les avez notées, vont de quelle période à quelle période à peu près? La première qui est mensitionnée démarre en 1947. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une vague d'abord? Le mot fait allusion à une association par rapport à l'océan, c'est-à-dire les vagues de l'océan qui se déroulent, qui ont d'ailleurs les vagues de l'océan ont une récurrence, comme on dit, perpétuelle. Alors que là, c'est pas le cas. Non. Mais donc les vagues, ce sont effectivement des pics de manifestations qui se présentent à certaines périodes. Et on ne sait pas expliquer, y compris d'ailleurs les analystes qui suivent très précisément ces événements, ne peuvent pas s'expliquer pourquoi il y a eu ces vagues, sauf peut-être si on essaye de faire des associations comme j'ai tenté de le faire. Mais en particulier, il y a 1947, qui est une vague extrêmement intéressante et importante aux États-Unis, c'est le démarrage. Entre le mois de juin et le mois de juillet 1947, il y a 800 cas d'observation qui sont constatés aux États-Unis. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. En France, en 1954, mais il n'y a pas qu'en France, nous avons cette fameuse vague où nous avons, pendant le mois d'octobre-novembre 1954, plus de 120 cas d'observation de ce qu'on appelle les rencontres rapprochées de troisième type, c'est-à-dire des gens qui vont observer dans la campagne des objets de toute forme, avec dans certains cas des personnages qui vont accompagner ces manifestations. Nous avons la vague de 52 aux États-Unis, et puis ensuite dans les années 60, jusqu'à 74, etc. Et puis ensuite, il y a pratiquement plus de vagues. Il y a eu cette vague en Belgique en 1990-91 sur lequel j'ai apporté un certain nombre d'analyses et de remarques et pour lesquelles je ne pense pas qu'on puisse l'associer à ce type de phénomène de nature tout à fait étrange. Oui. Donc la vague de 1990 me semble pas être une vague du même type. Mais le fait est là, c'est qu'à certains moments, et on ne sait pas quand, se produisent des séries d'observations tout à fait intéressantes. Et on ne peut pas faire de corrélation pour les dernières vagues, par exemple, de manière précise, quoi. Non, absolument pas. Absolument pas. Bon. Vous restez avec nous, Jean-Jacques Velasco. Une pause, on se retrouve dans quelques instants pour, cette fois-ci, entrer dans certains cas, notamment le cas de Téhéran, qui met en scène un avion de chasse et une rencontre tout à fait particulière. Les aventuriers de l'étrange. Avec Jean-Jacques Velasco qui est mon invité ce soir pour ouvrir le dossier OVNI à l'occasion de la publication de son livre coécrit avec Nicolas Montigiani, Troubles dans le ciel aux éditions de l'Archipel. Beaucoup de SMS nous arrivent au 71 200. Je vous rappelle la procédure, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. On parlera de ce qu'a vécu le commandant Giraud puisqu'il y a un SMS qui vient d'arriver à ce sujet, Jean-Jacques Velasco, mais ça n'est pas, c'est un témoignage. Il n'y a pas de traces radar, on va dire, mais c'est un cas intéressant. Ensuite, deux, trois questions qui sont intéressantes, qui sont arrivées également par SMS. Alors, revenons sur des cas que vous avez vraiment étudiés de très très près, et j'aimerais que vous nous racontiez le cas de Téhéran. Oui, alors le cas de Téhéran est un des cas les plus exceptionnels qui a été porté à connaissance du grand public. D'ailleurs, de façon tout à fait intéressante, parce que c'est un cas qui ne s'est pas produit aux États-Unis, qui a donc échappé à cette espèce de loi du silence qu'il y a autour de cette question. C'est un cas qui a eu lieu en 1974. C'était une époque où les États-Unis étaient encore présents en Iran. Mmh. Et c'est un cas qui montre que nous n'avons pas affaire à un phénomène tout à fait ordinaire. Les faits sont assez surprenants, mais au départ, ils débarquent comme n'importe quelle affaire, à savoir que c'est un soir,
et donc les habitants de Téhéran observent dans le ciel une espèce de grosse boule lumineuse qui est au-dessus de la ville. À ce moment-là, les autorités donc de l'aéroport, qui est en même temps un aéroport militaire, sont alertés, et donc le général Peruzzi, je crois, qui est commandant de la défense aérienne, décide à un moment donné d'envoyer un fantôme, un avion américain de chasse, pour aller voir de plus près ce qui se passait, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr, c'est la procédure. C'est la procédure. Donc ce fantôme décolle. Et là, il décolle, mais il est suivi aussi par radar. C'est pour ça qu'aussi c'est intéressant, parce que c'est un cas qui s'insère tout à fait dans les cas que nous avons l'occasion d'exposer. Donc l'avion va essayer d'intercepter cette espèce d'énorme boule lumineuse qu'on estime dans un premier temps de dimension colossale, qui est beaucoup plus importante qu'un avion de transport. D'abord la forme, c'est difficile à évaluer, mais est-ce une boule, les contours sont pas très nets, et puis elle émet des feux multicolores. Bon, donc ce qui est assez peu courant pour un avion qui pourrait se déplacer dans le ciel. En plus c'est stationnaire, donc c'est assez surprenant. Donc l'avion tente de se rapprocher. Quand on dit se rapprocher en termes aéronautiques, c'est quand même plusieurs dizaines de kilomètres. C'est jamais très très proche. Donc l'avion tente de se rapprocher, mais il s'aperçoit là encore une fois que quand il se rapproche, l'objet s'éloigne d'autant. Donc ce jeu l'objet maintient une distance entre lui et cet avion de chasse. Mais il va se passer quelque chose d'absolument ahurissant, c'est que cet objet à un moment donné va brutalement changer d'attitude et va venir se rapprocher de l'avion, de telle sorte qu'il va mettre le pilote dans une situation extrêmement délicate. Puisque le pilote n'a d'autre possibilité que de faire une manœuvre d'évitement pour éviter la collision avec l'objet. Donc il est tellement surpris qu'il est obligé de revenir à sa base de départ. Là, les autorités militaires donc décident d'envoyer un second avion qui non seulement va avoir pour mission d'intercepter l'intrus, mais en plus de l'éliminer, c'est-à-dire d'engager en fait une action de répression contre. Ah oui, carrément, c'est carrément. Oui, d'accord. Donc l'avion va de nouveau s'approcher de l'objet en question. Toujours sur les radars, on constate que le même jeu, c'est-à-dire que l'avion, quand il se déplace, quand il met sa pleine puissance, eh bien l'objet se déplace d'autant. Donc l'incapacité pour l'avion d'aller à l'interception. Et là, il va se produire sensiblement le même scénario, mais avec une autre variante. C'est que de l'objet principal va se détacher un objet qui va descendre vers le sol. Donc c'est une première chose absolument incongrue. Donc tout le monde va constater qu'il y a un objet qui se détache et qui descend vers le sol. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que l'objet principal va se rapprocher de nouveau de l'avion. Et là, le pilote va commencer à armer son radar de tir et son missile. Et il va se passer quelque chose de tout à fait stupéfiant, c'est qu'il est dans l'incapacité de pouvoir armer son système, et il va même perdre la vision nocturne, c'est-à-dire la vision qu'il avait dans son cockpit au niveau aéronautique, et il est tellement surpris de perdre tous ses moyens que là il est obligé effectivement de nouveau de quitter sa mission. Ouais. Et donc, il va atterrir et il va se retrouver dans une situation où il y a une incapacité de pouvoir remplir sa mission d'interception. Mais je suppose que les autorités iraniennes se sont penchées sur cet avion, évidemment, parce qu'un avion qui réussit pas à armer son système de guidage pour les missiles et ne réussit pas à faire feu quand il doit le faire, ça met évidemment la mission en péril et en danger la vie du pilote également. N'oublions pas qu'à cette époque, les autorités américaines étaient présentes. Oui. Et que le cas a été bien évidemment pris en compte et étudié, disséqué par les autorités militaires américaines. Ce cas est porté à notre connaissance. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en fait les services de renseignement traditionnels des États-Unis qui l'avaient sous le coude, mais c'était la DIA, c'est-à-dire une agence d'information extérieure, genre CIA un peu plus musclée, et donc qui avait ce document. Et comme en 1974 commençait à être déclassifié un certain nombre de documents, il s'est avéré que des gens qui aux États-Unis voulaient obtenir des informations sur ces affaires ont eu entre les mains le dossier.
Et donc là, ils ont commencé à faire une investigation. Le Shah a été renversé ensuite, en Iran, et un certain nombre de gens qui étaient très proches du Shah et des États-Unis ont émigré aux États-Unis, et notamment le général Peruzzi et les pilotes. Et c'est avéré que l'enquête qui a été menée par la suite a permis de retrouver à la fois les pilotes et le général Peruzzi, et tous ont confirmé le déroulement des événements. Ce qui veut dire que là, on a un cas qui est extrêmement bien documenté et qui nous permet de dire qu'il s'insère parmi les cas pour lesquels on sent qu'il y a derrière ces phénomènes quelque chose qui contrôle l'action de ces événements. Ah oui, ça c'est, disons que c'est un comportement intelligent pour le moins en ce qui concerne cet objet volant tout à fait pas identifié. Absolument. Mais dites-moi, est-ce que le pilote a pu expliquer ce qui s'était passé au moment où il devait armer et tirer? Il n'a pas pu le faire parce que toutes les commandes étaient bloquées. Non, simplement les commandes de tir du système radar, c'est-à-dire le système radar plus en fait le tir du missile lui-même. Donc c'était très sélectif en fait. C'était très sélectif, très fin. Ouais. Absolument, c'était pas toutes les commandes de l'avion au niveau de son fonctionnement, simplement tout le système qui permettait de détruire en fait l'intrus qui était en face. Ouais. C'est très subtil et très intelligent. C'est pour le moins troublant. Mais ça laisse sans doute autant pour les affaires qui se sont déroulées au-dessus des missiles et des silos de missiles qui défendent le territoire nord-américain, notamment à Malmström et à Minot. Alors justement, ce sont les trois cas que vous avez cités, Téhéran, Malmström et Minot. Alors Malmström, par exemple, racontez-nous ce cas qui me semble tout à fait très intéressant. Oui. Alors Malmström, c'est donc une base stratégique de missiles Minuteman américains, donc une base où il y a la bombe atomique. Mm-hmm. Et donc en 1977, s'est déroulé un événement qui a laissé pantois en fait les autorités qui étaient chargées de la sécurité de l'espace et du territoire américain, puisque si jamais il y a une alerte quelconque au niveau de la défense, ce sont ces missiles qui vont être envoyés pour porter la bombe atomique là où représente un danger pour les États-Unis. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des systèmes de sécurité extrêmement renforcés autour de ces bases. J'imagine, c'est hautement stratégique. Oui, c'est hautement stratégique. Ces bases sont pas comme on l'imagine celles que nous avons en France, puisqu'elles s'étendent sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres carrés. C'est vraiment des silos de missiles qui sont disséminés dans la campagne et qui sont éloignés les uns les autres de plusieurs dizaines de kilomètres. D'accord. Donc Malmström, à un moment donné, une patrouille qui se trouve à l'extérieur d'un silo voit apparaître un énorme objet lumineux qui est stationnaire au-dessus d'eux. Et donc les gens vont avertir le PC de sécurité. Et à l'intérieur du silo où se trouve le PC de sécurité, où se trouvent donc des soldats qui ont pour mission de contrôler en fait le fonctionnement du silo, eh bien ces gens-là vont se trouver dans une situation tout à fait étrange, puisque alertés par les gens qui sont à l'extérieur et qui vont être stupéfaits de voir cet objet lumineux qui parcourt et qui reste stationnaire pratiquement au-dessus de la base, eh bien la personne qui est dans le silo va voir tous les voyants de sécurité de son poste de commandement qui vont être complètement affolés, des voyants rouges qui s'allument partout, donc ça voulait dire que pour lui le système ne fonctionnait plus et la sécurité n'était plus assurée. Et donc après la lumière va s'éloigner. Il y a même un soldat qui prétend avoir été brûlé par la présence de cette lumière. Mm-hmm. Et puis donc la lumière va disparaître. Donc voilà ce cas qui a... ça a duré combien de temps cette observation, enfin en tout et pour tout à peu près? Elle a duré à peu près une quinzaine de minutes. Ce qui est long quand même. Ce qui est considérable. Et donc ensuite, eh bien, il a fallu réinitialiser complètement le système de fonctionnement des missiles, ce qui a donc été quelque chose d'extrêmement perturbant pour à la fois les gens qui étaient chargés de la sécurité, mais aussi et grave, parce que là, c'est pas des missiles n'importe quoi, c'est des missiles à tête nucléaire quand même. Donc c'est un événement qui a eu lieu en 67.
Parallèlement à ça, il y avait le fameux rapport Condon qui était en cours de préparation, pour lequel les conclusions de ce rapport Condon, c'est de dire qu'il se passe rien aux États-Unis concernant cette question, quoi. Quand on lit les conclusions de ce rapport, il n'y a aucun événement qui ne justifie l'étude et la prise en compte sérieuse de ces phénomènes. Mmh. Et pendant ce temps-là, on a des missiles qui jouent à cache-cache, qui ont des difficultés pour fonctionner. Ouais. Et donc en 1968, l'affaire de Minot, qui pour moi représente sans aucun doute le cas qui montre et qui prouve que nous avons affaire à des phénomènes qui ont un comportement réfléchi. Vous restez avec nous, Jean-Jacques Velasco, et vous allez nous raconter ce cas dans quelques instants. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Avec mon invité Jean-Jacques Velasco, qui vient de publier aux éditions L'Archipel, donc avec Nicolas Montigiani, un livre tout à fait passionnant sur ce dossier OVNI avec une approche très scientifique et rigoureuse. Ce livre s'intitule Troubles dans le ciel. Jean-Jacques Velasco, vous nous avez laissé un petit peu en suspens tout à l'heure en nous parlant du cas de Minot. Alors, l'année, la situation géographique et qu'est-ce qu'il s'est passé? Minot, comme Malmstrom, c'est une base stratégique qui sert à défendre le territoire nord-américain et canadien du point de vue nucléaire. Donc cette base est située dans le Nord Dakota, je crois, et donc elle comporte un certain nombre de silos avec des missiles Minuteman. Donc nous sommes en 1968, au mois d'octobre précisément. Et là, un petit peu comme à Malmstrom, les autorités de contrôle aérien constatent qu'un énorme objet toujours lumineux, ça se passe la nuit en général, commence à survoler les missiles, les silos. Donc on cherche quel est le moyen de pouvoir, je ne dis pas neutraliser, mais tout au moins contrôler la situation. Et donc, on fait appel à ce qu'on a de disponible sous la main. C'est-à-dire qu'il y a des avions militaires qui sont dans le secteur et on envoie un B-52 qui est en patrouille pour surveiller les lieux. Et donc, le B-52 s'approche de la zone et va commencer effectivement à observer la présence de cette forme lumineuse qui semble assez conséquente, de l'ordre de 300 à 400 mètres de diamètre, c'est pas rien. Ouais. et donc le B-52 va avoir pour mission de tourner à distance raisonnable autour de l'objet. Ce manège va durer 20 minutes. Il n'y a aucune intervention de la part du B-52. À l'intérieur de ce B-52, il y a 14 membres d'équipage qui sont des gens aguerris, pilotes, copilotes, mécaniciens, plus les gens qui sont au radar, donc tout ce beau monde a pour mission de surveiller de façon tout à fait officielle la présence de cet objet. Mais on ne fait absolument rien. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Et puis brutalement, au bout de 20 minutes, l'objet va décoller, partir dans le ciel à la verticale, passer près de l'avion. Et à ce moment-là, l'équipage va voir disparaître dans le ciel cette forme lumineuse. Et toutes les conversations, enfin toutes les communications en UHF, c'est-à-dire la radio, vont être interrompues durant le passage de cet objet. Donc quand l'objet part, les autorités de contrôle, radar en particulier, disent au B-52 de regagner sa base, ce qu'il va faire sans aucun problème. Mais l'affaire va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que au sol, il y a quelque chose d'anormal qui est signalé sur l'un des silos. Et précisément à l'endroit, à la verticale de laquelle se trouvait l'engin, le phénomène, l'événement. Ouais. Et donc là, on va constater que à ce moment-là, le silo, qui en fait est un énorme tube, au-dessus duquel il y a une trappe, un couvercle qui pèse 30 tonnes. C'est quand même une masse assez notable, assez conséquente. Est soulevé
un petit peu comme une boîte de sardines se serait ouverte. Et donc les voyants là aussi au poste de contrôle sont en alerte. Ça veut dire que le système a été déclenché d'ouverture du silo sans qu'il n'y ait absolument aucun ordre qui n'ait été donné par les autorités qui le contrôlaient. Et donc à partir de ce moment-là, il est bien évident que ça pose un problème de sécurité encore pour les autorités. Alors comment ce cas a été porté à notre connaissance ? Et comment on dispose aujourd'hui d'informations qui nous permettent de dire qu'il est exceptionnel ? Parce que quand même, politiquement et au niveau de la défense, c'est gravissime ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce cas a été recensé dans le rapport Blue Book, c'est-à-dire ce fameux recensement des cas américains. Oui. Il était recensé sous 2 ou 3 lignes. Et il y avait le nom du pilote, tout simplement, qui avait été donné. Lors de la déclassification des documents, les gens qui disposaient de ces documents ont tout simplement pris contact avec le pilote. Bien sûr. Et puis il leur a expliqué qu'il était avec d'autres personnes. Et comme ça, on a pu reconstituer de fil en aiguille l'ensemble des opérations. Les 14 membres d'équipage ont tous témoigné. Ce sont aujourd'hui des messieurs relativement âgés. J'imagine. Mais on a récupéré tous ces témoignages. Et comme on a pu d'ailleurs récupérer toutes les données radar, l'ensemble du dossier, j'ai pu bénéficier de ce travail qui a été, et je tiens à le souligner quand même, fait par un groupe d'historiens américains qui se penchent sur ce dossier depuis des années et qui, dans un groupe d'études, ont réussi à récolter l'ensemble de tous les éléments de ce dossier. Et ce dossier fait à peu près 250 pages. Avec une description quasi détaillée par l'ensemble des membres de l'équipage, mais aussi des gens qui étaient au sol, de ce qui s'est passé réellement sur Minot. Alors c'est vrai que ce cas pose la question de l'intelligence qu'il pourrait y avoir derrière ce type de phénomène. Parce que autant à Téhéran, les autorités n'étaient pas censées savoir quelle réaction ils auraient pu avoir par rapport à un phénomène. Oui. Autant aux États-Unis, on savait dès 1948, souvenez-vous de la fameuse affaire Mantel, on savait qu'il y avait des risques d'aller à l'interception de ce genre d'événement. Et le fait que le B-52 n'ait eu simplement que pour mission de tourner autour et de ne rien faire, montre à l'évidence que les autorités militaires savaient qu'ils avaient en face d'eux. Ils faisaient au moins preuve de sang-froid en disant... Absolument. Vous ne tentez rien, mais vous surveillez. Et d'ailleurs, quand on regarde le dossier et l'ensemble de ces cas, notamment visuel radar, on s'aperçoit que dans 70% des cas, les avions militaires qui sont confrontés à ces événements, ce ne sont jamais eux qui prennent l'initiative d'aller à l'interception. Oui. Le phénomène semble venir vers l'avion militaire parce qu'il le veut bien. Parce qu'il le veut bien et qu'il engage une sorte de confrontation en montrant toujours qu'il y a une espèce d'avance, d'anticipation par rapport à l'attitude qu'aura l'avion militaire. C'est tout à fait surprenant et on le constate dans pratiquement tous les cas de figure. Oui. Revenons quand même un petit peu plus en détail sur ce cas que vous venez de nous citer, le cas Minot. Je suppose que les 14 membres d'équipage, même s'ils étaient loin de l'objet, ont-ils pu en distinguer quelques éléments, quelques formes, quelques dimensions, les préciser? Chacun à leur poste donc avait une mission, oui. Que ce soit le pilote, que ce soit le copilote, le mécanicien, etc. Donc il y en avait qui avaient une visibilité externe. Donc ils étaient dans leur cockpit et ils voyaient cet énorme objet lumineux auquel on leur demandait simplement de tourner autour. Et puis il y avait les gens qui étaient à l'intérieur et qui avaient des radars et qui contrôlaient en fait la position de l'objet. Donc on voit très bien sur les écrans de radar cette énorme tache lumineuse qui se trouve au centre de l'écran et qui ne bouge pas. Donc chacun a simplement expliqué le rôle qu'il avait joué dans cette affaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces vieux messieurs qui ont été interviewés près de 30 ans après cette affaire ont tous dit la même chose et de façon complètement indépendante et séparée. C'est ça qui fait la force de ce cas.
indépendamment du fait que le scénario est tout à fait exceptionnel. Oui, mais est-ce qu'on sait, parce que je suppose que ce groupe d'historiens a dû essayer d'en savoir un peu plus, quand on est représentant de la sécurité de cette base, ou même à l'échelon supérieur, représentant de la sécurité de tout l'arsenal nucléaire, ça n'est pas rien, des États-Unis, on doit s'interroger quand même quand ce genre de phénomène se produit et qu'un couvercle de silo est gentiment levé. Non, mais ça pose question, évidemment. Ça pose question, mais ça pose question quand on va dans le détail de ces affaires. Oui, mais là, il s'agit pas d'un cambriolage d'un mais dans le rapport fast food, quoi. Dans le rapport Blue Book, il y a 2 lignes. Simplement qu'un avion a été envoyé au-dessus d'un événement. On précise pas les choses. Oui. C'est l'enquête qui va préciser qu'effectivement, eh bien, on est confronté à ce scénario que je vous ai décrit. Mais la plupart du temps, ces cas-là sont des cas extrêmement ténus au niveau de l'information qui parvient dans le cadre officiel. Oui, ce sont des privés qui ont glané l'information. Absolument. Mais ma question, c'était, est-ce qu'on sait ce qu'a fait le gouvernement américain pour en savoir un peu plus? Ah non, ça on ne le saura jamais. Oui, c'est ça. Non, parce que le problème n'existe pas. Il faut bien se rendre compte que depuis le résultat de la commission Condon en 1969, les conclusions de ce rapport étaient les suivantes. Il n'y a pas de raison que la sécurité des États-Unis soit menacée par ce que les gens disent observer. Et deuxièmement, s'il y a des scientifiques ou des gens qui s'intéressent au sujet, bien qu'ils le fassent à titre privé. Pour le gouvernement américain, depuis 1969, je dirais, circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est un déni total, donc. Ah, mais absolument. Sauf que, de temps en temps, on peut pas nier quand même que l'enquête qu'a menée pour le Sénat américain Marcia Smith, sur laquelle d'ailleurs je m'appuie, en 1978, a montré que eh bien nous avions un rapport qui avait été fait par les autorités américaines et qui était tout à fait intéressant parce que il est relativement objectif. Et tout ce que j'ai écrit dans ce livre sur l'attitude des autorités, etc., sur un certain nombre d'affaires, l'affaire Mantel, Gordman, etc., est contenu dans ce rapport de Marcia Smith. Et il ne nie pas d'ailleurs que l'hypothèse extraterrestre a été considérée dans les années 50. Mais vous relatez également en France quelques rares cas qui vous semblent intéressants. Lesquels, par exemple? Eh bien, si je reste dans le domaine des cas radars visuels, c'est incontestablement l'affaire de 1994 où le commandant Duboc et son équipage ont observé au-dessus de la région parisienne, en janvier 1994, un énorme objet qui, en fait, a été observé visuellement pendant pratiquement 2 minutes, qui était simultanément enregistré par les radars militaires. Ouais. Et qui a disparu au bout de 52 secondes au niveau du signal du radar. Mais c'était suffisant en soi pour conforter tout le travail qui avait été fait précédemment de collecte d'informations sur ces cas aéronautiques en France. Oui. Quand vous dites de taille respectable, donnez-nous un ordre de dimension parce que ça va en surprendre plus d'un. Donc c'était au-dessus de la région parisienne. Absolument, c'était. Rappelons bien. En fait, l'avion était au-dessus de la balise de Coulommiers, et donc l'objet a été observé à peu près à la verticale de Paris. Ce jour-là, il y avait c'était une observation diurne, ce qui est quand même assez rare. Mais ce jour-là, il y avait une couche d'altocumulus à peu près à 10 000 mètres d'altitude. Qui faisait que le pilote avait un contraste assez exceptionnel puisque les altocumulus sont des nuages très compacts blancs et que donc l'avion circulait à 12 000 mètres d'altitude. Or, à peu près à 25 000 nautiques, c'est-à-dire à 40 km, le steward observe le phénomène, signale au commandant de bord et à son copilote. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui. Et donc ils observent dans un premier temps ce qu'ils pensent être un avion, mais pas n'importe quel avion, parce que quand ils vont faire la première estimation, ils vont estimer que c'est à peu près 1 kilomètre de dimension, 1000 mètres de dimension. Bon, il s'avère qu'ensuite, avec l'enquête qui sera menée plus précisément quelques années plus tard, on ramènera cette dimension de l'ordre de 250 à 300 mètres. Oh, non, mais c'est bagatelle. Peut-être une bagatelle. Mais pourquoi je dis ça? Parce que un pilote
peut estimer une distance. C'est vrai qu'il n'a pas de cadre de référence, mais là, en l'occurrence, l'objet était au-dessus des nuages. Ouais. Et donc, un chasseur, par exemple, de type Mirage, c'est de la dimension d'une, quand vous tendez le bras, d'une pointe de stylo. D'accord. Ce qui est vraiment infime. Donc c'était vraiment très petit. Là, au départ, il pensait que c'était un pouce. Donc effectivement, un pouce bras tendu à cette distance, ça donne effectivement presque 1000 mètres. En réalité, quand on a fait une enquête un peu plus poussée plus tard, on est arrivé à la dimension du petit doigt. Mais le petit doigt, ça représente à la distance vérifiée par le radar, ça représente 250 mètres de dimension. Vous vous rendez compte, c'est colossal. C'est énorme. Oui, c'est colossal, mais on pourrait penser que c'est un ballon. On pourrait se dire un ballon a survolé Paris. Et c'est là où, effectivement... Un ballon, un zeppelin, vous voulez dire un ballon, il pourrait y avoir un ballon qui survole Paris, pourquoi pas. À 250 mètres, oui. Oui, mais les ballons que lance le CNES, quand ils sont à 20 km d'altitude, ils font 200 mètres de diamètre. Ah, j'ignorais. Oui, c'est des choses tout à fait plausibles. Et donc j'ai même eu dans le passé un Mirage de la base de Mont-de-Marsan qui était à l'interception d'un ballon du CNES. Bon, mais ça on leur a appris plus tard que effectivement on pouvait intercepter, on pouvait faire une confusion entre un ballon et puis un ovni. Bon, mais ceci étant, c'était notre rôle de leur dire qu'il y avait un ballon. Là on vérifie. Est-ce qu'il y aurait eu un ballon du CNES ou d'un autre pays qui serait venu se nicher au-dessus de Paris? Non, il n'y avait pas. Alors ensuite, on a évalué un certain nombre de paramètres. Mais ce qui est le plus étrange dans cette affaire, c'est que l'objet se déplaçait à 10 000 mètres d'altitude à une allure de 180 km/h. Donc c'était du domaine effectivement de l'aéronautique, de l'aérostat, mais 180 km/h pour un objet qui se déplace à cette altitude, c'est assez peu courant. Parce qu'en plus il y a des jet streams. Les jet streams, c'est des courants violents, c'est des vents violents qui sont à plus de 200 km/h. Mais le plus étrange, c'est la disparition. Parce que la disparition, le pilote et le copilote voient nettement les contours de cet objet devenir flous. L'objet était sombre, de couleur marron foncé, et donc il voit le contour qui devient flou, et puis l'objet disparaît brutalement. Il n'y a pas de trajectoire de fuite. Il n'y a absolument aucun élément qui leur permette de dire l'objet s'est éloigné dans telle direction. Ils voient simplement les contours qui deviennent flous et l'objet disparaît. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait la restitution de leur témoignage par rapport aux données radar, il y a une coïncidence entre le visuel et le radar. Et donc, du radar disparaît également l'objet en question. Et donc, à ce jour, c'est le seul objet volant non identifié qui ait été enregistré par l'armée de l'air française et aussi par les données recueillies par le CNES à ce sujet. J'imagine que on a passé au crible, je dirais pas la santé mentale du pilote, mais on l'a quand même questionné, évalué, et on ne confie pas de toute façon un avion à n'importe qui, avion de ligne qui plus est. Mais il s'avère que dans les milieux aéronautiques, ce sont des choses qui ne sont pas courantes de rapporter. Et par crainte, vous voulez dire? Ah oui, absolument. Un commandant de bord, d'un avion comme celui qui a mentionné cette affaire, n'a simplement dans son rapport mentionné qu'il y avait un phénomène un peu curieux qu'il avait observé au-dessus de Paris, et ça s'est arrêté là. On a reçu effectivement un rapport très succinct. Lapidaire même, il y avait deux trois mots qui disaient que, et à partir de là on n'a pas pu classifier le phénomène. Ce n'est qu'un an et demi après, que à l'occasion d'une visite au centre de Taverny, qu'un capitaine de l'armée de l'air nous a donné ce dossier, et je lui ai répondu, je ne savais pas que le pilote, j'avais simplement les données radar. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces données radar? J'ai pas de témoignage qui l'accompagne. Et après, il y a eu un long travail d'investigation pour retrouver le pilote. On l'a retrouvé. Et quand on a pu confronter les deux, bien c'est ce qui a fait le cas numéro 1 en France actuellement. Vous restez avec nous, Jean-Jacques Velasco. Beaucoup de SMS sont arrivés avec des questions qui, semble-t-il, sont tout à fait intéressantes. Je vais vous les poser. Notre spécialiste est à votre disposition, vous le savez. Vous avez des questions à lui poser, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, et vous l'envoyez au 71 200. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange.
avec mon invité Jean-Jacques Velasco, qui est le co-auteur d'un livre passionnant que je vous recommande, qui s'intitule Trouble dans le ciel. Son co-auteur s'appelle Nicolas Montigiani. Et l'édition de cet ouvrage, c'est édition de l'Archipel. Jean-Jacques Velasco, je ne vous le cache pas, beaucoup de SMS sont arrivés, des questions. Donc je vais essayer de les regrouper pour vous poser ces différentes questions. Vous qui nous écoutez, vous pouvez continuer à envoyer vos questions, évidemment, au 71 200, votre portable, vous tapez Sud, un espace, et vous rédigez votre question que vous nous envoyez. Première question, donc, pourquoi, depuis que l'on a des images, n'avons-nous rien étudié de précis à part d'imprécises formes lumineuses? C'est intéressant ça, parce qu'on a évidemment des moyens de captation d'images performants, et on n'a rien de précis. D'abord, je répondrai d'une façon très triviale. Faut-il encore se trouver au bon moment avec un appareil photo entre les mains pour prendre un cliché qui permettrait d'être analysé? La bonne image. La bonne image. Ouais. Et la bonne image en question, eh bien, sur les quelques dizaines, voire je sais pas, quelques centaines de clichés que j'ai pu moi-même analyser, je dois dire que je n'en retiens peut-être qu'une ou deux à l'échelle mondiale. Ah oui, oui. Et d'ailleurs aujourd'hui, je précise qu'avec le numérique, je n'en retiendrai aucune. Parce qu'avec un bon ordinateur, on peut faire de magnifiques photographies d'ovnis. Bon, donc donc ces données photographiques, d'une façon générale, on peut étendre les données, par exemple, même avec les images satellites. Il y a des gens qui se disent, mais maintenant on a des satellites partout, est-ce que on n'a pas des satellites qui pourraient prendre les photos? Là, le problème est peut-être encore plus complexe. Parce que le satellite, c'est un petit point qui se déplace donc au-dessus de la Terre, et il faudrait qu'il y ait véritablement un hasard extraordinaire pour qu'on puisse sur un cliché obtenir des images qui permettent de vérifier en fait la présence d'objets entre la Terre et l'espace. D'autant que on n'a pas des satellites d'observation en permanence, tout au moins en France, qui permettrait de pouvoir capter efficacement, de bien couvrir le territoire. Voilà. Quoi. Bon, donc c'est très difficile. Puis en plus, on est dans un cas de figure où on analyse, c'est vrai, des données physiques, mais encore faut-il qu'elles soient associées à des observateurs qui attestent d'un certain nombre de choses. Parce que là, on a parlé images statiques. Oui. Alors, pour en revenir sur les photos, j'ai quand même quelque chose d'intéressant qui est rapporté dans le livre. Vous pensez bien que dans les années 50, les autorités de l'armée de l'air américaine ont demandé à leurs pilotes d'essayer de prendre des photos. Et on a développé, et ça c'est dans la page 157 du livre, je précise, on a développé sur ordre des autorités américaines de l'armée de l'air un système de caméras qui était embarqué à la place des mitrailleuses. Et en 1953, très précisément, a été publié dans le journal True une photographie d'un objet qui a été photographié justement par un pilote de chasse et qui cette photographie attestait en fait de la présence de l'objet, parce que non seulement le radar suivait l'évolution de l'avion, mais en plus on a donc avait capté l'objet sur l'objet de cette façon. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que à ce niveau-là, c'est vrai que les pilotes étaient en situation de pouvoir prendre des photographies. Et quand on regarde sur le nombre de cas, c'est une des rares photos qui mérite attention. Mais qu'est-ce que donne cette photo? Elle donne simplement la présence d'une boule. Bon, donc si, d'une façon plus générale, on rapporte ça au niveau des appareils photographiques terrestres, on s'aperçoit que la photo, c'est un des éléments qui permettrait de confirmer qu'il y a une observation qui est faite, mais pas forcément d'apporter une preuve formelle sur la présence de ces objets. Et en ce qui concerne les films, alors, même réponse? Les films, oui, je dirais même réponse. Il y a simplement un film qui a été pris en 1968 dans l'Utah et qui semble être un des films qui a le plus troublé les autorités américaines, puisque ce film a été expertisé par toutes les commissions officielles,
Et on en a déduit que effectivement on était en présence de phénomènes inexpliqués. Et donc c'est un des rares documents filmés qui demeure une preuve de la présence de ces objets. Et que voit-on alors justement sur ces On voit images ? une espèce c'est tout à fait stupéfiant dans ce film, puisque je précise que on a pu le visionner ce film dans le documentaire que France 2 avait projeté il y a quelques années, la OVNI, le secret américain. En fait, on voit une espèce de balai aérien de boules lumineuses qui ont des mouvements un peu erratiques dans le ciel. Et c'est le seul cas de film qui véritablement a donné lieu à une avalisation des autorités américaines. Des traces radar ou pas ? Ou malheureusement pas ? Dans ce cas-là, non. Non. Dans ce cas-là, non. Bon. Autre SMS qui dit qu'est-ce qui explique la luminosité totale de ces objets volants ? C'est vrai que on a du mal, là par exemple sur les photos qui sont dans votre ouvrage, on n'a pas de contour. C'est une boule lumineuse, comme vous avez dit. Alors, ce qui pourrait expliquer l'aspect lumineux des choses, ça tient au fait que brutalement, on constate souvent dans les phases actives, c'est-à-dire dans les phases où il y a mouvement. Il peut y avoir une brutale accélération de l'événement et on voit à ce moment-là une très forte lueur qui masque les contours de l'objet. On pourrait expliquer ça un petit peu comme ce qu'on appelle une ionisation de l'air, c'est-à-dire une excitation des électrons de l'air générée par un champ électromagnétique intense. Et on peut très bien associer ça, par exemple, à un phénomène que tout le monde connaît bien, c'est celui des néons. En gros, c'est au moment où l'air est ionisé à son maximum qu'on a cette espèce de lueur diffuse, mais très puissante, qui se prononce. Alors, pour prolonger cette question, est-ce que on peut établir une sorte de profil type, je dirais, de l'objet volant non identifié? Profil type d'un objet volant non identifié, c'est un peu paradoxal, mais est-ce qu'il y a un catalogue comme ça de formes plus que d'autres, oblongues, triangulaires, soucoupes, vous voyez, boules, enfin c'est... Alors ça, c'est une étude qui a été entreprise dès les premières années par les autorités militaires américaines, puisque le capitaine Ruppelt, donc qui était responsable du projet Blue Book, avait reçu les moyens d'engager une étude de statistique, comme je le disais tout à l'heure, avec le fameux rapport SR14. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que toute la mobilisation des moyens techniques disponibles à l'époque par les autorités militaires américaines ont été entrepris, puisque les ordinateurs, qui étaient quand même des choses assez difficiles à avoir à disposition, ont été requis pour pouvoir donner en fait un profil. Essayer de dresser un portrait. Ils avaient mis les moyens, quoi. Ils avaient mis les moyens, c'est considérable. Quand on pense qu'ils ont même testé des modèles de soucoupes volantes dans les souffleries de la défense, on voit bien que c'était quand même un sujet qui les préoccupait. Et donc, on a parmi cette étude statistique des éléments qui montrent que les formes sont très variables. Mais la forme qui revenait la plus souvent, c'était forme discoïdale, forme oblongue, très rarement des formes de type parallélépipédique, carré, etc. C'est généralement des boules dans 30% des cas et des formes oblongues. Oui. En ce qui concerne, parce que je me rappelle avoir reçu quelques ufologues belges qui nous ont parlé de la fameuse vague belge, évidemment, où là ils ont décrit quelque chose d'assez particulier. C'était triangulaire avec, vous savez, 4 points lumineux, enfin 3 points lumineux et un au centre. Quelle est votre opinion, votre regard sur cette vague belge qui date des années 90-91, c'est ça? Oui. Il s'avère que cette vague belge a surpris tout le monde. Je crois les ufologues belges en premier, puisque on les a sollicités énormément pour qu'ils puissent être au cœur de l'action. Vous pensez bien que nous étions en attente également en France, puisque ça se produit en Belgique, la Belgique est frontalière de la France. On devait s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de témoignages qui arrivent en France. Il s'est avéré qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu un. Je me souviens à l'époque, j'ai regardé très attentivement ce témoignage, et c'est vrai que la personne qui avait observé le phénomène
le décrivait de façon tout à fait similaire à ce qui était décrit dans les témoignages en Belgique. Donc triangulaire, volant à basse altitude, faisant un léger bruit de machine à coudre, avec cette espèce de coupole qu'il y avait en dessous, et puis des lumières rouges. Voilà, c'est ça, oui. Bon. Et il s'est avéré que cette personne donc a vu passer à 2 reprises l'objet au-dessus de sa tête, et je me suis interrogé sur l'endroit où s'était passée cette observation. Il s'avère que c'était à la frontière franco-belge, dans les Ardennes, et la trajectoire qui a été prise par cet objet qui avait été observé était une trajectoire rectiligne de l'objet. En réalité, la personne se trouvait juste à l'endroit où la frontière était un peu sinusoïdale. Mm-hmm. Et bon, je l'écris dans le livre. Ça m'a semblé être une navigation au GPS. C'est-à-dire que l'objet qui était au-dessus de la tête de ce monsieur était probablement un objet qui s'insérait parfaitement dans les critères de la navigation aéronautique, notamment des plus légers que l'air. Des plus légers que l'air, c'est-à-dire que ça ressemblait étrangement à ce qu'on est capable de faire en termes de peut-être d'aéronefs de type ballon, mais avec des structures un peu particulières. Et donc voilà pour les éléments qui ont été recueillis en France. Ouais. Mais j'avoue que une affaire qui se déroule uniquement sur le territoire d'un pays, qui ne dure que quelques mois et qui disparaît brutalement, ne semble pas correspondre à l'idée que l'on peut se faire des vagues qui ont eu lieu dans le passé. Donc je pense que certains en Belgique ont émis l'hypothèse qu'on pouvait avoir affaire à quelques prototypes militaires. Je rejoindrai assez aisément cette hypothèse. Très bien. Jean-Jacques Velasco, vous restez avec nous. D'autres SMS sont arrivés, et notamment vous demandant le cas qu'a vécu le commandant Giraud, que vous connaissez bien entendu. Vous nous en parlerez juste après cette pause. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons du dossier OVNI avec mon invité Jean-Jacques Velasco, qui est le co-auteur avec Nicolas Montigiani d'un livre qui vient d'être publié aux éditions de l'Archipel, qui s'intitule « Trouble dans le ciel ». Mathieu, le réalisateur, vous a posé une bonne question, Jean-Jacques, c'est vrai. En se baladant, comme tout le monde le fait très souvent, d'ailleurs sur Google Earth, que vous connaissez, oui, on voit des photos d'OVNI. Votre opinion là-dessus ? Oui, Google Earth, bon, pour rappeler aux auditeurs, c'est en fait un système de mise à disposition pour le public d'images satellisées qui permettent, dans les meilleures résolutions, c'est-à-dire là où on peut aller au plus précis des choses, de voir pratiquement sa maison, voire même son voisin en train de jardiner chez lui. Bon, donc effectivement, il y a un certain nombre de clichés sur lesquels, de scènes, comme on dit dans le jargon, de scènes sur lesquelles on voit des tâches qui ne semblent pas être en relation avec le paysage en question. Oui. À ces résolutions-là, je dirais que très probablement, il pourrait s'agir d'ombres portées par soit des avions, soit pourquoi pas des lampadaires ou des choses comme ça. Là, je suis en direct, je dis les choses telles que je les pense. Donc on est dans un cas de figure où ce sont des images qui ont été livrées au public. Et elles n'ont pas été filtrées autrement que sous le sceau militaire, mais elles sont brutes de traitement. Et quand il y a des anomalies dessus, elles y figurent. Donc on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être beaucoup de choses, absolument. Y compris d'ailleurs des erreurs dues au filtrage, dues à la manipulation de ces images. D'accord. Jean-Jacques Velasco, le SMS donc parlant de ce qu'a vécu le commandant Giraud. Oui. Ce cas, vous le connaissez, bien entendu. Oui, parce que c'est un cas aéronautique français qui a impliqué un avion militaire. Et ce qui est très intéressant dans le cas du commandant Giraud, on l'appelle le cas du commandant Giraud, mais parce que c'est un des rares militaires qui a osé dire oui, moi en tant que militaire en mission, j'ai constaté et j'ai même été impliqué dans un incident avec un événement tout à fait insolite. Donc ça se passait en 1977 et le commandant Giraud revenait d'une mission, donc c'était de nuit.
Et il constate et il interpelle le contrôle aérien de Contrexéville qu'il a dans son travers, c'est le jargon utilisé par les pilotes, une boule lumineuse qui l'accompagne depuis quelques instants. Il demande au contrôle militaire radar s'ils ont la présence sur les écrans. On lui répond que non, il y a absolument rien. Et donc il continue son chemin, et à ce moment-là, la boule vient se placer derrière son avion. Donc un chasseur n'aimant pas être chassé, donc il va mettre plein pot, comme on dit, et il va faire un virage à 360 degrés pour essayer de prendre le dessus sur, entre parenthèses, cet intrus. Oui. Et là, à ce moment-là, il va constater quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est que de l'intérieur, l'objet est venu se placer et a croisé la trajectoire de l'avion. Lui, il était au maximum des performances de son avion, c'est-à-dire qu'il avait une accélération de l'ordre de 9 G, c'est-à-dire que à ce moment-là, les pilotes le disent, on a une espèce de voile noire qui vous arrive sur les yeux, donc ça veut dire que l'avion encaisse une accélération exceptionnelle. Mais il s'aperçoit que en fait l'objet a des capacités de manœuvrabilité absolument exceptionnelles et part sur sa gauche à une vitesse phénoménale. À peine remis de ses émotions, il fait état de ça au contrôle aérien. Il poursuit son chemin. On lui dit, maintenant vous rentrez de votre mission. Et là, il se reproduit exactement la même chose quelques 2 minutes après. C'est-à-dire que de nouveau, la boule se met derrière. Là, il essaye d'anticiper. Et puis le même scénario se reproduit. La boule repasse sur son travers et le même scénario se reproduit. Donc le commandant Géraud va faire son rapport. Et cette affaire donc va soulever un certain trouble parmi les autorités militaires françaises au niveau aéronautique, et ce cas restera dans les annales. Donc c'est comme ça qu'on en a eu connaissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré à 2 reprises le commandant Géraud. Une fois donc au niveau de la base aérienne 117 à Paris, c'est-à-dire au ministère de l'Air. Et alors que j'étais en train d'exposer donc les travaux que nous effectuons sur les activités en France, eh bien à la fin de l'intervention, au milieu de tous ces militaires, il y avait des colonels, des généraux, etc. J'ai demandé s'il y avait parmi l'assistance des pilotes qui avaient fait des observations, et je connaissais pas du tout le commandant Géraud à cette époque-là, c'était dans les années 90. Et donc il est arrivé, il s'est présenté, puis il a dit voilà, moi j'ai vécu cette affaire en 1977. Et c'est vrai que j'avais en tête ce cas, et donc j'ai pu converser avec lui et m'apercevoir qu'il avait gardé en mémoire de façon tout à fait impressionnante ce qui lui est arrivé. Et puis en 2000, alors que le COMETA, qui était donc un comité qui essayait de voir si, du point de vue stratégie et militaire, ces questions pouvaient préoccuper effectivement les militaires en France, le commandant Géraud a pu exposer devant cette commission son cas avec toujours la même précision, et il était toujours autant impressionné par ce qui lui était arrivé. Donc pratiquement 30 ans après. J'allais vous demander, parce que vous avez dû lui poser la question évidemment, son sentiment, son analyse de qu'est-ce que c'était. Est-ce qu'il en a eu une idée? Est-ce qu'il vous l'a livré? Il a simplement dit qu'il avait affaire à un objet inconnu qui dépassait les capacités de performance de son avion, et que pour lui ça dépassait l'entendement. Pas plus. Pas plus. Mais c'était suffisamment important pour lire entre les lignes, parce que incontestablement il avait le sentiment qu'il avait affaire à quelque chose qui était contrôlé, qui était intelligent. Oui. Il y avait un pilote derrière. Lui étant pilote, il sait ce que c'est. On ne sait pas si c'était un pilote, puisqu'en fait la dimension de l'objet était très petite. Oui. Mais pour lui, c'était quelque chose qui avait voulu tester les capacités de réaction de son avion. Oui. Est-ce que, d'après vous, des hommes ont eu des informations, sans faire preuve évidemment d'une paranoïa excessive, mais est-ce que des hommes ont eu connaissance, accès à des informations à quelques périodes que ce soit, d'ailleurs depuis 1947-48 jusqu'à nos jours, et qui ont fait exprès de ne pas dévoiler les informations qui sont sorties après d'une manière ou d'une autre? C'est probable. Et je pense qu'ils en ont parlé en demi-teinte. On voit notamment que dans toute la période des années 47 jusqu'aux années 53-54,
un certain nombre de hauts responsables civils et militaires, comme je l'ai dit, ont été au cœur de ces affaires. Et pour des raisons qui tenaient, je pense, à un certain patriotisme, à une certaine position, ils n'ont pas révélé tous les éléments qu'ils possédaient sur le dossier. Donc, quand on fait le tour de l'expression de ces gens-là, on est quand même stupéfait. J'ai fait un chapitre sur ce que j'intitule Les hommes qui savaient, et on se rend compte que c'est pas n'importe qui s'est exprimé à ce sujet. Quand je citais Alvarez, c'est quand même un prix Nobel. Le général Twining, je pourrais en citer comme ça le capitaine Ruppelt, c'est un personnage intéressant. Alan Hynek, qui a été quand même le consultant de l'US Air Force pendant 20 ans, et qui ensuite, alors qu'on lui demandait d'être l'expert de l'US Air Force en astronomie, ne pouvait plus à un moment donné dire que tous les phénomènes qu'il avait examinés étaient des phénomènes astronomiques. C'était plus possible. Donc il y a un certain nombre de personnages comme ça qui ont pris des positions très importantes. Mm-hmm. Et je dirais même des scientifiques. Un homme qui m'a surpris quand même, c'est Carl Sagan, celui qui a écrit la série Cosmos. Mm-hmm. Pourquoi Carl Sagan? Parce que Carl Sagan, c'est l'homme des programmes extraterrestres de la NASA. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Carl Sagan, dans ses positions, il a toujours déclaré que la Terre avait probablement été visitée dans le passé. C'est très intéressant comme remarque pour un astronome. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que venant de sa part, il dit « Moi, les ovnis, je veux pas en entendre parler. Ça n'existe pas. » Alors, comment peut-on expliquer que si la Terre a été visitée dans le passé, elle ne pourrait pas l'être aujourd'hui, compte tenu de l'échelle des temps? Oui, bien sûr. Et puis en plus, comment se fait-il que si on a visité la Terre, on ne puisse pas le faire au moyen d'objets matériels? Par conséquent, Carl Sagan, qui ne voulait pas entendre parler de la question des ovnis, comment se fait-il que toute sa vie d'astronome et d'astrophysicien, il l'a consacrée à la recherche de la vie intelligente dans l'univers? C'est tout à fait paradoxal et très curieux. Mmh. Vous avez dû rencontrer énormément de fous furieux aussi, j'imagine. Ah oui, comme j'ai rencontré des gens extrêmement sérieux, mais j'ai rencontré pas mal de gens qui, que le sujet avait rendu extrêmement déstabilisé. Mmh. Oui. Vous comprenez que ce sujet puisse vraiment créer. Il y a des sectes qui sont basées là-dessus, par exemple. Il y a des mouvements qui partent, pour être trivial, en vrille. Il y a des personnes qui partent en vrille. Vous avez conscience de ce que une parole d'un scientifique peut créer dans ce domaine-là, OVNI? J'en ai non seulement conscience, mais je dis qu'aujourd'hui, en fait, le monde ne vit que par les croyances. Quand vous voyez le nombre de conflits qui sont liés à la religion, vous avez de quoi être inquiet. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonnablement aborder ce sujet si on ne fait pas la démarche que j'ai entreprise, à savoir de ne se baser que sur des faits, les analyser et puis en tirer les conséquences. J'ai l'impression de vivre un peu au Moyen-Âge quand je vois la prise de position d'un certain nombre de personnalités sur ce sujet. Je dis qu'ils entretiennent la paranoïa, ils entretiennent le sentiment que en fait on serait arrivé dans une période où la science en fait aurait raison sur tout et que on écarterait les sujets qui dérangent. Je pense qu'en ce qui concerne ce sujet, il faut raisonnablement l'aborder de façon très objective. Et c'est pour ça aussi qu'il faut dénoncer l'attitude de récupération d'un certain nombre de groupes qui utilisent ce sujet pour effectivement en tirer parti sur le plan d'organisation de type sectaire. J'ai moi-même pris position à plusieurs reprises et je continue à prendre position contre la secte raélienne, bien sûr, qui non seulement utilise ce thème pour valoriser et avoir des adhérents, mais qui sous ce couvert
est comme toutes les sectes, c'est-à-dire que elle est constituée de gens qui recherchent le pouvoir, qui recherchent de l'argent et qui recherchent, je dirais plus trivialement, le sexe. Par conséquent, ces gens-là donc ont des attitudes qu'il faut combattre. Alors j'ai bien conscience que ce sujet est un sujet très porteur pour ces gens-là, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas l'étudier objectivement et raisonnablement. En ce qui concerne, puisque nous en arriverons bientôt à la conclusion, en ce qui concerne les hypothèses, puisque vous êtes un scientifique, vous avez fait un boulot de comptable pour regarder que les cas vraiment sur lesquels vous pouvez vous appuyer, il en arrive à un moment où on se doit, en tant que scientifique, de formuler des hypothèses, bien entendu. Bien entendu. Donc, les vôtres, quelles sont-elles au regard des cas que vous nous avez expliqués ce soir, par exemple? Eh bien, je dois dire que, comme ces cas résistent à l'analyse, donc on ne peut pas les assimiler à des phénomènes connus, naturels ou artificiels. C'est bien évident que c'est pas des avions qui seraient capables de ces performances. Apparemment, les Américains ont peut-être développé des projets ultra secrets, mais quand on voit le F-117 qui aujourd'hui ne sert que pour faire les films à Hollywood, alors qu'il avait été développé soi-disant dans le plus grand secret sur une base 51 dans le désert du Nevada. Je pense que on a affaire à effectivement des choses qui sont d'une certaine manière très en avance sur le plan technologique. C'est pas pour ça qu'on n'a pas essayé de les imiter. J'ai tout un chapitre consacré à l'étude de certains objets dont on aurait voulu copier les performances de ces fameux phénomènes. On n'a pas réussi jusqu'à présent. Si on avait réussi, le pays qui aurait réussi à produire ce genre de performance serait le maître incontesté du monde. Donc si c'est pas nous qui pouvons les fabriquer, c'est que ça vient d'ailleurs. Donc il faut pas nier que l'hypothèse extraterrestre est la plus probable au regard de ces événements. Et c'est vrai que ça peut bouleverser un certain nombre de choses. Je comprends tout à fait que ça puisse choquer un certain nombre de personnes, qu'il puisse exister une espèce de conscience dans le cosmos qui réagissent. Mais j'en reviens à ce que je disais précédemment. Si le nucléaire a été un signal qui s'est manifesté au niveau de ces phénomènes, est-ce que nous, dans notre démarche d'aller toujours plus loin dans le cosmos, en particulier, n'oublions pas que l'espace a été exploité par l'homme dans un but de conquête. Et souvent, l'exploration, la connaissance scientifique passe au second degré, même peut-être au troisième. Donc, ce qui veut dire que si l'homme reproduit dans le cosmos la même chose qu'il fait sur Terre, c'est-à-dire d'être un prédateur à la fois pour lui-même, mais peut-être pour les autres, cela veut peut-être dire que dans le futur, si nous allons dans l'espace avec les mêmes comportements, peut-être que quelque part on trouvera quelque chose qui nous empêchera de le faire. Et je crois que c'est sans doute l'enseignement qu'il faut tirer de tout ça, c'est que jusqu'à présent, c'est pas effectivement les fameux ovnis qui représentent un danger pour nous, mais c'est peut-être les hommes eux-mêmes qui représentent le plus grand des dangers. Vous restez avec nous, Jean-Jacques Velasco, on se retrouve pour la conclusion juste après cette pause. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. En compagnie de Jean-Jacques Velasco, qui vient de publier aux éditions de l'Archipel avec Nicolas Montigiani un livre qui s'intéresse évidemment au dossier OVNI qu'il connaît puisque il s'est penché professionnellement sur ces études de dossiers d'entrée en atmosphère depuis 27 ans à peu près. Le livre s'intitule donc Troubles dans le ciel. Dans le cadre des hypothèses, que pensez-vous de SETI? D'abord, expliquez-nous ce qu'est le programme SETI et votre sentiment là-dessus. Alors le programme SETI a démarré dans les années 60 justement, et c'était Carl Sagan qui en était un petit peu à l'origine, avec d'autres comme d'autres scientifiques américains. Le programme SETI, ça consiste en fait à essayer de rechercher la présence de signaux qui pourraient être émis par des civilisations extraterrestres,
et donc d'essayer de capter des signaux de cette nature, des signaux radio, donc au moyen de radiotélescopes. Donc c'est parti d'abord par des petites antennes, projet OSMA, etc. Et puis donc en 1964, aux surprises, on avait un signal qui semblait représenter un signal extraterrestre. Quand je dis signal extraterrestre, c'est-à-dire un signal cohérent, intelligent, qui permettait de dire allô, je vous écoute. Donc c'était ça. Oui. Donc tout de suite, grand émoi dans la communauté scientifique. Et puis donc on analyse ce signal et on s'aperçoit en fait que ce signal n'avait rien d'extraterrestre au sens intelligence extraterrestre, mais qu'il s'agissait en fait d'un signal d'une balise radio émise par un corps donc qui était un corps céleste, qui était donc un rocher, une supernova qui est donc tournée à une fréquence bien précise et donc qui émettait ce signal. Donc on l'a appelé Little Green Man à l'époque. Et donc on a décidé pour éviter donc que ne se reproduise cette fausse bonne nouvelle, d'avoir un protocole qui permettrait, si par hasard on captait ce signal, eh bien de passer devant une commission scientifique qui examinerait le signal avant d'espérer annoncer la bonne nouvelle. Voilà, ouais. Alors ce que j'en pense, je pense que c'est très bien d'essayer de capter des signaux de cette nature. Le seul problème, c'est que c'est rechercher non pas une aiguille dans une botte de foin comme je le dis, mais de rechercher en fait quelque chose d'encore plus aléatoire et de plus difficile, à savoir rechercher un petit signal qui pourrait être émis dans une dimension dans 3 dimensions. Pourquoi ? Parce que d'abord on ne sait pas si émission radio il y a. S'il y a d'autres civilisations capables à distance de nous transmettre un signal et nous de pouvoir le capter, parce que les distances sont tellement grandes qu'en fait, imaginons par exemple que nous-mêmes, on l'a fait dans le cadre d'un programme justement dirigé par Carl Sagan, d'émettre à partir du radiotélescope d'Arecibo un signal pour voir si les autres pourraient nous le capter. On a fait donc la démarche en sens inverse. Oui. Et en fait, ce signal il vient tout juste d'atteindre les bords de la galaxie. C'est-à-dire que, en fait, il mettra une centaine d'années pour atteindre les bords de la galaxie. Donc, ce qui veut dire que les distances sont énormes et il n'est pas forcé que ce soit dans cette bande spectrale des ondes radio qu'on puisse capter quelque chose. Donc, on s'est dit, à partir de 1994, on va faire un méga SETI. Et donc, le gouvernement américain, à l'époque, avait mis des moyens, qu'il a supprimé d'ailleurs très rapidement, et pour pallier à ça, ça consistait en fait à capter dans 800 étoiles les plus proches, essayer de capter des éventuels signaux extraterrestres. D'accord. Et puis on s'est dit, puisque le gouvernement américain nous supprime les subventions, on va demander à tout le monde avec son ordinateur individuel de participer au traitement de l'information. Et donc depuis, on a dit moi ça servira à quelqu'un. C'est exaltant de chercher si on n'est pas seul dans l'univers comme ça. Et donc depuis une dizaine d'années, donc on a associé tout particulier qui laisse son ordinateur allumé à ce programme de recherche de signaux extraterrestres. Ouais. Je ne sais pas si véritablement c'est la bonne piste. Je ne sais pas parce que jusqu'à présent aucun signal n'a été détecté présentant des signes d'une véritable balise radio mentionnant une civilisation extraterrestre qui émettrait vers nous. Mais on a eu un journaliste intéressant, Stéphane Alix, peut-être avez-vous lu son livre, qui est venu à ce même micro pour nous faire part de son enquête. Il nous avait parlé également de la réflexion d'un scientifique anglais, un physicien qui est devenu aveugle et qui a dit « Nous les aveugles, nous ne savons pas à quoi ressemble la vie. » Et on est comme un homme qui cherche la vie dans l'espace, on ne sait pas quelle forme elle peut avoir. Ni la forme, ni la mode de pensée, ni rien. Enfin, on part de vraiment zéro. Donc, est-ce que il n'est pas possible de concevoir, avec toutes ces observations d'OVNI que vous avez quantifiées, que vous avez étudiées, qu'il n'y ait pas eu à un moment ou à un autre un réel contact? Quand je parle de contact, c'est échange, dialogue.
quand on se place sur le plan d'analyse de ce que pourrait, en faisant de la sociologie entre guillemets extraterrestre. D'ailleurs, ça a été remarquablement étudié, notamment par un collègue toulousain qui est un astronome toulousain, Emmanuel Davout, qui avait écrit un très intéressant livre sur ce sujet, Silence au point d'eau. Donc le point d'eau étant la fréquence radio sur laquelle on essaie de capter les signaux extraterrestres. Il avait justement listé l'ensemble des éléments qui feraient que comment une civilisation extraterrestre pourrait-elle se positionner par rapport à nous. Et c'est vrai que parmi ces thèses, il y a celle du zoo, c'est-à-dire on observerait le développement de l'évolution de notre civilisation sur Terre, mais on n'interviendrait pas directement sur celle-ci. Pourquoi ? Parce que l'histoire montre au niveau des civilisations que chaque fois qu'une civilisation supérieure est allée interférer vis-à-vis d'une civilisation primitive, ça a été la destruction de la civilisation primitive. Et indépendamment du caractère agressif que malheureusement les hommes ont, puisque quand on voit Cortés qui débarque en Amérique et qui supprime tous les on a même eu un procès célèbre de se demandant si c'est vraiment des hommes à qui on avait affaire ou pas. Absolument. Donc je pense que très sincèrement, chaque fois qu'une civilisation de niveau supérieur rencontre une civilisation primitive, il y a danger, il y a risque pour la civilisation primitive à cet égard. Pardon. Ce qui veut donc dire que si nous étions dans cette situation, eh bien, il y aurait une espèce de surveillance vis-à-vis de notre civilisation, mais sans intervention directe. C'est un peu une hypothèse qui pourrait correspondre à tout ce qu'on a constaté au niveau de ces fameux cas aéronautiques. Jean-Jacques Velasco, pour conclure, ceux et celles qui nous écoutent et qui habitent en Midi-Pyrénées peuvent même d'un peu plus loin, s'ils ont le courage de sauter dans leur voiture, vous retrouver demain au Salon du Livre de Montgiscard pour une table ronde. Ce sera à 16h45 et vous trouvez cette table ronde tout à fait intéressante parce que vous n'y serez pas seul. Oui, et c'est je remercie d'ailleurs les organisateurs de ce salon du livre régional qui se tient à Montgiscard d'avoir organisé cette table ronde parce que c'est notre collègue, je peux l'appeler comme ça, Sylvie Vauclair, qui est une éminente astrophysicienne, qui a accepté de tenir cette table ronde et je serais ravi effectivement de discuter et de prolonger cette discussion avec elle demain à Montgiscard. Très bien, ce sera à 16h45. Merci Jean-Jacques Velasco. Merci à vous. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. C'est terminé pour les aventuriers de l'étrange. On se retrouvera avec grand plaisir donc demain, bien entendu, à partir de 22h jusqu'à minuit avec vos témoignages, des témoignages tout à fait intéressants. Et puis, vous savez que vous pouvez nous contacter par Internet. Nous avons un mail, c'est étrange au singulier, étrange@sudradio.fr pour nous contacter. Et puis, évidemment, le 0826 300 300 qui est à votre disposition 24 heures sur 24. Vous pouvez nous laisser un message, peut-être éventuellement un début de témoignage avec vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission. Merci à Pierre qui m'aide à la construire comme d'habitude. Et merci à Mourad qui était au standard. Rendez-vous donc demain 22h minuit pour d'autres aventures étranges.